Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons d'un film d'horreur tout ce qu'il y a de plus cliché, Les dossiers secrets du Vatican de Mark Neveldine. L'histoire c'est celle de la jeune Angela Holmes qui vit avec son petit ami Pete, pour qui la vie va très très bien, il n'y a pas de problème, jusqu'au jour où Angela se fait hospitaliser et va commencer à avoir des symptômes assez étranges, du genre elle parle au corbeau, où elle fait faire aux gens des trucs un peu chelous. Et donc ça va attirer le regard de l'Église et notamment du Vatican qui se demanderait si ce ne serait pas l'Antéchrist qui essaierait de se frayer un chemin sur la Terre. Oui, vous avez la sensation d'avoir déjà entendu ce pitch au moins 10 000 fois depuis les années 70 et depuis que William Friedkin a sorti L'Exorciste. C'est normal. Je pense que Les dossiers secrets du Vatican est une version 2.0 de L'Exorciste. Version un peu neuneu aussi, malheureusement. C'est un projet qui remonte à très longtemps parce qu'à la base, il était blacklisté à Hollywood. Il était sur la fameuse liste noire des projets qui, sur le papier, sont bien, mais qu'on préfère mettre de côté parce que ça pue trop un peu la merde de le confier à tel réalisateur ou que ça tombe entre les mains du mauvais réal. Donc voilà, depuis 2009 ça traîne un peu dans les cartons, il y a plusieurs réals qui sont passés derrière, notamment James March qui voulait se coltiner la réalisation et qui finalement a compris qu'il n'y avait rien à exploiter sur ce projet-là. Et finalement c'est Mark Neveldine du duo Neveldine-Taylor que l'on connaît pour avoir réalisé les deux Hypertension Ultimate Game et dernièrement Ghost Rider Spirit of Vengeance, qui s'y colle tout seul à la mise en scène, laissant Brian Taylor de son côté. Il est le point positif du film, parce que clairement ce film représente tout ce que le cinéma d'horreur fait de pire au niveau d'écriture depuis 10 bonnes années, facilement. Dans le sens où la mise en scène n'est pas le plus gros défaut du film, pour une fois. Ce n'est pas la forme qui fait défaut au long métrage, c'est vraiment le fond cette fois. Parce que, de 1, on peut deviner tout à l'avance, de 2, on sait exactement ce qui va driver les personnages dès le moment où ils apparaissent à l'écran. Et de 3, il n'y a rien à raconter quoi. C'est terrible, mais la plupart du film, il se passe rien. Littéralement rien quoi. C'est l'histoire d'une fille qui est en train à moitié de devenir folle. Et le faux but des deux scénaristes, qui sont Christopher Bonelli et Chris Morgan, auteur des Fast and Furious, donc ça vous dit un petit peu la finesse du long métrage. Ça consiste simplement à essayer de jouer avec le spectateur, de dire est-ce que tu penses qu'elle est possédée ou est-ce qu'elle n'est pas vraiment possédée? Oui, elle est possédée. Sinon, à quoi ça servirait que le Vatican s'intéresse à elle? Et sinon, le film s'appellerait pas Les dossiers secrets du Vatican. De base, ça sert à rien de jouer sur un pseudo-suspense qui n'existe absolument pas. Si dès le titre, on sait exactement ce qui va attirer l'attention du spectateur, c'est-à-dire qu'on sait dès à l'avance que c'est un film d'exorcisme, donc ça sert à rien pendant 1 heure de film quasiment d'essayer de jouer sur est-elle possédée ou n'est-elle pas possédée. C'est comme quand il y a un film qui s'appelle Le Rite et que le fameux rite met 300 ans à arriver. Voilà, malheureusement, c'est typiquement le genre de film qui n'arrive pas à miser entièrement sur son concept. C'est-à-dire qu'il aurait pu jouer la carte du film à exorcisme si le point de vue avait été celui des exorcistes. Et non si le point de vue avait été celui de la jeune fille. Dès le moment où on est du point de vue de la jeune fille, c'est soit on joue sur un film qui est ultra psychologique et donc on pousse l'immersion le plus loin possible en se mettant du point de vue d'un de ses parents, comme l'a fait l'exorciste, ou on se mettait du point de vue de la mère, soit on se met vraiment du point de vue des exorcistes. Là, ça sert à rien en sachant que tout le long du film, on essaye de se rapprocher le plus possible du personnage d'Angela. Non, on ne peut pas s'identifier à un personnage qui est le fil rouge du film et non le protagoniste central. Le protagoniste central, c'est le père, ou le petit copain, ou le prêtre latino. Mais c'est pas la jeune fille. Et donc c'est un petit peu ça qui pose problème dans le film. C'est qu'il y a le cul entre deux chaises. En plus, lorsqu'on arrive à la fin, on ressent cette envie justement de mettre Angela en personnage central, mais que ça marche pas dans le contexte du film parce que tout le long du film, le but c'est de faire en sorte qu'elle soit dépossédée. Et au final, à la fin du métrage, on se rend compte que c'est complètement autre chose qui arrive. Enfin voilà, on est coincé parce que on ne sait jamais ce que veulent les deux scénaristes. Là où le film est plutôt positif, c'est au niveau de la mise en scène. Parce que pour une fois, on a un réal
à qui on a voulu imposer absolument de faire du found footage. Et heureusement, le réalisateur a dit non, je ne veux pas un film en found footage. Donc si vous voulez, je veux bien faire une partie du film qui utilisera des caméras de surveillance, des caméras vidéo, ou qui servira des emplacements où se trouvent les personnages pour utiliser les caméras qui sont déjà sur place, mais je refuse de faire un found footage. Ce qui fait que techniquement, on a un film qui est beau. Il y a vraiment des séquences où l'esthétique est prenante et belle. Littéralement, ce n'est pas un mot utilisé de manière vague. Il y a des plans qui sont superbes. L'un des tout premiers plans du film, lorsqu'on voit les deux prêtres devant leur Mac, parce qu'en plus ils utilisent des Macs, devant leur Mac, qui regardent on va dire les rushs, il y a un magnifique plan où il y a un jeu de lumière qui vient sur l'arrière de la pièce, qui vient baigner les deux personnages. C'est presque christique comme manière de faire sa mise en scène qu'il a utilisé Mark Neveldine. Il y a à plusieurs reprises des plans qui vont utiliser ce type d'esthétique où il va beaucoup jouer avec les lumières et beaucoup d'expressionnisme. Et de ce point de vue-là, c'est très intelligent de la part de ce mec-là. Parce que le reste du temps, sa mise en scène est un petit peu tape à l'œil, on va dire, comme l'était celle de Ghost Rider 2 ou celle d'Hypertension. C'est-à-dire qu'il aime beaucoup utiliser la crosse. Mais littéralement une crosse, hein, pas une crosse épaule ou un truc comme ça. Non, une vraie crosse de hockey pour mettre la caméra dessus et faire des plans un peu perchés, Mark Neveldine. Là, ça se ressent, il y a des moments où il y a des idées comme ça. Ça apporte un petit peu de fraîcheur à ce genre-là, heureusement, parce que sinon, si ça avait été une mise en scène très classique, comme on l'avait eu sur le Rite, ça aurait tout de suite été horripilant et ça aurait tout de suite énervé parce que ça aurait été trop facile. Là, pour le coup, on a une vraie nouveauté qui s'inscrit dans le genre et ça apporte un petit peu de nouveauté. Ça n'empêche que derrière, les éléments de dramaturgie sont très classiques et on voit les événements avec beaucoup de longueur. Mais voilà, en soi, il y a un vrai esthétisme qui est apporté au long métrage et ça fait plaisir à voir. Au niveau du casting, alors, clairement, à part la jeune actrice centrale, tous les acteurs surjouent dans ce film. Que ce soit Peter Anderson, qui surjoue à mort, Jimon Hounsou, qui est dans un rôle secondaire où il essaye d'en faire des caisses, genre pour nous faire peur tout au long du film, Michael Peña, qui a le cul entre deux chaises, qui semble complètement perdu tout au long du métrage, Douglas Scott, qui joue le père, mais de manière complètement caricaturale. Il joue un espèce de père irlandais, chrétien, poussé à l'extrême. C'est horripilant, c'est mauvais. La seule donc qui arrive vraiment à percer dans le film, c'est Olivia Taylor-Dudley. Cette jeune femme, elle est extrêmement douée. Elle arrive à camper un personnage qui, sur le papier, a tout du personnage cliché dans les films d'exorcistes. Elle arrive à le camper avec beaucoup de subtilité. Cette jeune femme, c'est la vraie révélation du film et elle porte beaucoup du long métrage. Avec Mark Neveldine, c'est les deux gros points positifs du film. C'est vraiment ce qui fait l'essence même du métrage, c'est l'interprétation de cette jeune femme et la mise en scène du réalisateur. Donc voilà, les dossiers secrets du Vatican, c'est malheureusement pas secret, vu qu'on a déjà vu ça 1000 fois. Et ça reste un film qui est intéressant pour son esthétique, mais qui est tellement gâché par des performances d'acteurs mauvaises et par un scénario qui est ridicule que résultat, non, ça marche pas et c'est assez mauvais, quoi. Encore en DTV, ça aurait pu être intéressant, encore, mais là, littéralement, ça passe pour un truc ringard, lourdingue, insipide, facile, enfin, voilà, à part la mise en scène, donc la jeune actrice centrale, les dossiers secrets du Vatican de Mark Neveldine, vous pouvez vous en passer. Ça fait à peine peur en plus, c'est ça qui est surprenant, ça fait à peine peur. Enfin ouais, passez votre chemin. Il y a d'autres films d'horreur bien plus prenants à voir, allez voir Unfriended à la place. A plus.